Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière séance du séminaire sur l'immigration à la lumière du droit. Et donc c'est ma dernière apparition dans cette année universitaire. L'an prochain, je pense, c'est pas encore totalement fixé, mais consacrer mon cours aux relations entre migration forcée, colonialisme, décolonisation, esclavage, enfin voilà, tout cet ensemble, puisque, comme vous le savez, nous devons absolument changer de thème d'une année à l'autre. Hein, c'est l'obligation, l'agréable mais exigeante obligation qui pèse sur les professeurs. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Serge Slama et Pascaline Chapard. Serge Slama est professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Il a soutenu sa thèse il y a près de 20 ans maintenant avec Daniel Lochac sur la préférence du national, une grosse thèse de 1300 pages, citée par les bons auteurs, je ne sais pas s'il est souvent lu, mais enfin, et qui étudiait dans une approche historique la façon dont le fait d'être sujet du roi d'abord, d'être ensuite, de devoir remplir les réquisites du citoyen ensuite, a créé tout un système finalement de préférences exclusives sur la citoyenneté dont on a mis longtemps à se débarrasser, y compris notamment la question des naturalisés récents, par exemple, vous avez pas mal occupé dans cette thèse. Et puis ensuite, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez étudié évidemment la question des discriminations, les droits des étrangers, les libertés fondamentales. Et vous êtes aussi connu pour votre engagement militant dans la défense des droits des étrangers. Et il est difficile aujourd'hui d'aborder la question des propositions de loi, enfin les projets de loi qui se multiplient sans tomber sur des commentaires toujours extrêmement précis, extrêmement documentés de Serge Slama, qui est un peu un guide pour tous ceux qui s'intéressent de près à ces questions et veulent pas simplement faire de l'opposition comme ça, brute, mais argumenter leur plaidoyer. Pascaline Chapard, alors vous êtes actuellement, alors vous avez soutenu votre thèse plus récemment, il y a 7-8 ans, et vous êtes actuellement, vous travaillez au GISTI. Si on lit la revue Plein Droit, on voit que régulièrement vous interviewez des personnalités sur des sujets assez variés, c'est toujours passionnant. Vous avez beaucoup étudié la question des retours soi-disant volontaires, et quelle est la part de la contrainte dans ces retours volontaires, dans cette façon de passer par une gestion sociale, une sorte de gestion sociale de l'expulsion, enfin, qui est très très ambivalente. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Et donc, vous connaissez le terrain, vous avez déjà une longue expérience, et je crois qu'on sera vraiment ravis de vous entendre. Donc, je donne la parole pour 3/4 d'heure. Parce que vous avez un PowerPoint assez longuet, mais il va falloir peut-être faire quelques choix en cours de route, mais je vous fais confiance, donc 45-50 minutes à peu près. Vous parlerez à tour de rôle, et ensuite on engagera une discussion autour de la table. Serge, à vous. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là, d'intervenir au Collège de France, aux côtés de vous, François Héran. Évidemment, vos travaux et votre travail aussi au sein de l'Institut Convergence Migration, dont je suis fellow, sont quelque chose de très important sur les questions d'immigration. Je suis aussi ravi d'intervenir avec Pascaline Chapard, puisque je dois beaucoup au GISTI, en fait, dans ma formation, dans mon expertise en droit des étrangers. D'ailleurs, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était pour Plein Droit, la revue du GISTI. Alors, vous m'avez invité pour parler de l'attitude du Conseil constitutionnel sur les questions d'éloignement, puisque le thème de la séance, c'est l'éloignement des étrangers, l'éloignement au sens large du terme, hein, l'idée de retour vers le pays d'origine, retour forcé la plupart du temps. En fait, j'ai écrit un article pour la revue du Conseil constitutionnel qui s'appelle Titre 7, puisqu'ils ont fait un dossier sur
sur le droit des étrangers, et il m'avait sollicité. C'est à cette occasion-là, même si je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, que j'ai fait cet article sur le contentieux constitutionnel des étrangers et l'aspect des mesures d'éloignement. Donc vous m'avez déjà présenté, donc je ne me présente pas davantage, même si j'ai un cours qui est à l'UNJF, donc sur le portail des facultés de droit, et vous pouvez aussi retrouver prochainement, j'espère, un précis de droit des étrangers que je suis en train de rédiger. Alors, il faut relever le micro, pardon. Oui, je suis assez grand. Alors, la question du droit constitutionnel des étrangers n'est pas une question très traitée par la doctrine. On a relativement peu de sources. Alors justement, il y a ce titre 7 dans les cahiers du Conseil constitutionnel, avec notamment un article de Vincent Chen, qui est un article de synthèse. Et d'ailleurs, hier, j'ai été auditionné au Sénat sur le projet de loi Darmanin avec Vincent Chen, comme universitaire. Et vous trouvez dans ce titre 7 des articles de référence. Je crois que vous les avez invités. Alors Sabine Corneloup, vous avez invité Fabienne Jolt, leur fameux traité droit de la nationalité des étrangers. En matière de droit d'asile, il y a Alexis Marie et Thibault Fleury-Graff, où il y avait Hélène Tigouja ou Yoann Maury sur les aspects droit comparé. Donc c'est un dossier dans lequel vous trouverez un certain nombre d'éléments. Et puis il y a un certain nombre de thèses, de références, pas anciennes aujourd'hui, mais qui ont été des thèses fondatrices sur le statut constitutionnel des étrangers. Olivier Lecuc et Justin Kissangoula, qui sont leurs deux thèses, mais qui datent de la fin des années 90. Et plus récemment, il y a un petit livre publié par Louis Humbert, qui est un de mes doctorants, avec Guillaume Tussaud. Et il est en train de faire une thèse sur la constitution des étrangers, mais dans le cadre d'une analyse comparée. Donc, quand lui devrait finir sa thèse cette année, j'imagine que ça deviendra un travail de référence en la matière. Moi, j'ai un petit peu écrit, j'avais fait un commentaire de la décision du Conseil constitutionnel de 2011 sur la loi Besson, qui était une décision assez décevante en termes de protection des étrangers. Et j'écris un article dans le prochain Plein Droit qui devrait paraître sur cette question-là. Et vous trouvez aussi des articles de Daniel Ochac, vous l'avez cité, sur le bilan de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité en matière de droit des étrangers, ou encore d'Éric Millard, toujours dans Plein Droit. Plein Droit est souvent une des revues dans laquelle on trouve les principales références encore aujourd'hui en droit des étrangers. C'est une des seules revues consacrées au droit des étrangers. Donc voilà pour les sources, mais finalement, il y a relativement peu de sources sur la constitution des étrangers. En même temps, pendant longtemps, il y avait assez peu de droits constitutionnels spécifiques aux étrangers. Alors justement, quand on parle d'étrangers et de constitution, on passe forcément par cette expression de statut constitutionnel des étrangers, qui a été utilisée surtout au moment de la décision de 93, que je vais vous montrer juste après. Et c'est un certain nombre d'auteurs, d'abord un professeur de droit à Clermont, Dominique Turpin, qui a forgé cette expression statut constitutionnel des étrangers en 91, et elle a été utilisée notamment par Bruno Genevoix, qui était secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a été directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, et c'est l'utilisation de ce terme dans son commentaire de la décision de 93 qui a forgé l'idée qu'il y aurait un statut constitutionnel des étrangers en France. En tout cas, ça a été la volonté du Conseil constitutionnel. Alors la fameuse décision, c'est celle-là, c'est la décision de 93 sur la loi Pasqua, qui est rendue par la présidence Badinter, avec Jacques Robert comme professeur de droit au sein de ce Conseil constitutionnel, et je l'ai dit, Bruno Genevoix comme secrétaire général du Conseil constitutionnel, et pose les bases de statut constitutionnel, c'est-à-dire l'idée que les étrangers sont dans un statut distinct de celui des nationaux. Il n'y a pas de droit à l'entrée au séjour sur le territoire français, de droit absolu à l'entrée au séjour sur le territoire français pour les étrangers, sous réserve de nos conventions internationales, notamment la Convention de Genève sur le droit d'asile. Et donc on peut soumettre les étrangers à un statut spécifique, à une police spécifique, qui est la police des étrangers, en matière d'entrée, de séjour, mais évidemment aussi d'éloignement. Mais une fois qu'on a posé ce cadre-là, donc c'est au législateur évidemment de définir ce statut, eh bien vous avez un certain nombre de droits et de libertés reconnus aux étrangers. C'est la décision qui pose vraiment les bases des droits et libertés fondamentaux. Libertés et droits fondamentaux, c'est rare que le Conseil constitutionnel d'ailleurs utilise ce terme. Donc les droits et libertés fondamentaux reconnus, de valeur constitutionnelle reconnus aux étrangers. Et donc les étrangers sont titulaires de l'essentiel des droits et libertés reconnus aux nationaux, que ce soit la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit à mener une vie familiale normale, le principe d'égalité, ou plus spécifiquement le droit d'asile. Donc c'est tout de même pour ça que c'est une décision vraiment intéressante. Alors pour l'anecdote, aujourd'hui les débats sur cette décision ont été rendus publics. Vous savez sûrement que les archives du Conseil constitutionnel sont rendus publics après un certain délai.
Et donc aujourd'hui, on connaît les débats sur cette décision de 93. Elle se termine par une référence. Donc, vous savez sûrement que Robert Badinter était professeur de droit à Amiens. Et il finit en disant « Tant pis, nous allons être couverts d'opprobre par Daniel Oshak ». Alors d'ailleurs, ils ont fait une faute à Daniel Oshak, ça ne s'écrit pas comme ça. Et légitime, nous n'irons pas plus loin. Alors, ils avaient tout de même été assez loin en termes de statut constitutionnel des étrangers. Mais à la fin de cette décision, ils sentaient bien que le logistique critiquerait tout de même la décision du Conseil constitutionnel, à défaut d'avoir été plus loin dans la garantie des droits, même s'il y a eu pas mal de censure hein, dans cette décision de 1993. Elle a même provoqué une réforme de la Constitution. Alors, juste un petit bilan sur le statut constitutionnel des étrangers. D'abord, il y a tout de même un nombre de décisions assez conséquent du Conseil constitutionnel à l'égard des étrangers. Comme vous le savez sûrement, il y a à peu près une réforme en matière d'immigration ou d'asile tous les 3 ans, de 3 ans en moyenne, hein, depuis 1980. Et quasiment toutes les lois sont déférées au Conseil constitutionnel. Pas absolument toutes, mais la quasi-totalité des lois en matière d'immigration sont déférées par la saisine préventive en déclaration de conformité. Et en plus, vous savez que depuis 2010, il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui est venue compléter les saisines préventives par les parlementaires essentiellement. Et on a donc un quadruplement dans la dernière période, dans les 12 dernières années, on va dire, du nombre de décisions du Conseil constitutionnel, puisqu'il y a à la fois les décisions d'essai préventives, par exemple la loi Darmanin sera sûrement déférée au Conseil constitutionnel, et puis il y a de manière plus ponctuelle des questions prioritaires de constitutionnalité qui ciblent des dispositions précises, souvent du Code des étrangers, du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour, et du droit des étrangers et du droit d'asile. Pardon. Alors là, j'ai fait un petit bilan récent, justement, dans l'article qui doit apparaître sur Plein Droit, sur la protection accordée. Il y a plus de décisions défavorables que de décisions favorables. Il y a tout de même des censures, notamment en QPC. Le Conseil constitutionnel censure régulièrement des dispositions en droit des étrangers. Toujours sur ce statut constitutionnel, vous avez aussi la commission Mazot qui a rendu un rapport. Alors aujourd'hui, il peut paraître assez important ce rapport, puisqu'on reparle des quotas. Alors des quotas de régularisation, mais on en reparle. Et régulièrement, on reparle aussi de l'idée de fusionner les juridictions en contentieux des étrangers, puisqu'il y a 2 juges qui interviennent. Il y a un juge judiciaire qui intervient sur la rétention administrative essentiellement, et un juge administratif qui intervient sur la mesure d'éloignement. Et on l'a peut-être oublié, mais en 2007-2008, Nicolas Sarkozy, comme président, avait souhaité fusionner les contentieux des étrangers et faire des quotas ethniques. Il avait demandé à Pierre Mazot, qui était le président du Conseil constitutionnel, l'ancien président du Conseil constitutionnel, de faire un rapport. Et évidemment, Pierre Mazot a dit que ce n'était pas une bonne idée et qu'il ne fallait pas réviser la Constitution pour adopter ces mesures. Alors c'est assez important parce que ça explique le cadre parfois complexe du contentieux des étrangers entre 2 juges et un certain nombre de garanties apportées par le Conseil constitutionnel. J'en viens plus précisément au contentieux de l'éloignement. Et dans l'article que j'avais fait pour titre 7, j'avais l'idée de tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel est régulièrement saisi, je vous l'ai dit, une quinzaine de décisions depuis les années 80 en décision d'essai, et puis on rajoute toutes les QPC qui portent souvent aussi sur les mesures d'éloignement. Donc on a tout de même une bonne vingtaine de décisions du Conseil constitutionnel en la matière, donc c'est tout de même assez important comme corpus. Et on s'aperçoit que la protection elle est en demi-teinte. Il y a des garanties formelles qui sont assurées. Le Conseil constitutionnel apporte des garanties, notamment, je l'ai dit, sur la séparation des autorités. Mais quand on fait le bilan, la protection elle n'est pas aussi satisfaisante que ça. Donc il y a tout de même un caractère un peu décevant, parfois, des décisions du Conseil constitutionnel. Alors, si vous voulez connaître le détail de ces décisions, je l'ai dit, les comptes rendus ont été rendus publics, les comptes rendus des sessions du Conseil constitutionnel. Et donc, on a notamment ce compte rendu de 1989 sur la loi Joxe, qui est un moment important, puisque ça va être une censure de la première loi Joxe. Première loi Joxe qui visait à transférer le contentieux de l'éloignement. À l'époque, on appelait ça des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, au juge judiciaire. Donc il y avait cette idée, la loi Pasqua de 1986 avait créé les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, mais avait confié cette compétence au juge administratif, et il y avait cette idée de transférer au juge judiciaire ce contentieux. Le Conseil constitutionnel va censurer cette décision sur rapport de Jacques Robert. Et on voit là l'importance des professeurs de droit. Il n'y en a plus au Conseil constitutionnel des professeurs de droit
dans ce travail, puisque c'est Jacques Robert qui va rendre un rapport pour préparer la décision du Conseil constitutionnel, et c'est lui qui va préconiser la censure. Et le débat est vraiment intéressant. Alors d'autant plus que la loi Joxe, en fait, avait été... il y avait une saisine parlementaire, mais il y avait aussi une saisine par le Premier ministre Michel Rocard lui-même. Ça arrive de temps en temps, des saisines blanches, un peu pour garantir la constitutionnalité de la loi face aux contestations. Donc, il fait tout un rapport assez détaillé sur le régime et propose la censure puisqu'il estime que c'est une compétence du juge administratif de contrôler les mesures d'éloignement. Et un membre du Conseil constitutionnel dit qu'il a fait une véritable leçon d'agrégation. Donc, je ne suis pas sûr qu'on retrouverait souvent ça aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Et il y a des débats, alors je vais peut-être passer un peu vite, mais on a les différentes personnalités du Conseil à l'époque, notamment Daniel Meyer, qui est une grande personnalité du Conseil constitutionnel, un résistant, qui lui se réfère à la création de l'OFPRA, auquel il avait participé au début des années 50. Il se demande si le juge judiciaire n'est pas plus protecteur, n'offre pas plus de garanties que le juge administratif en termes de protection. Alors, Badinter semble hésiter aussi, et il s'en réfère, comme fait assez souvent le Conseil constitutionnel, d'une part au secrétaire général du Conseil constitutionnel, Bruno Genevoix, qui a été juste avant directeur des libertés publiques et des affaires juridiques de Pierre Joxe, qu'on vient de voir, et à une autre personnalité importante, celui qui est directeur des libertés publiques et des affaires juridiques à ce moment-là, Jean-Marc Sauvé, qui, comme vous le savez sûrement, sera par la suite vice-président du Conseil d'État. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on trouve assez souvent dans ces... Là, avez-vous des confidences à ce sujet, monsieur le rapporteur? Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, monsieur Sauvé, appréhende beaucoup l'avenir, donc il craint la censure. Et donc, on a un débat, notamment, sur quelles sont les informations qu'on a de la part ici du DLPAJ ou d'autres autorités sur le risque de censure, et est-ce que ça serait bien pris ou pas, ou est-ce que le gouvernement pourrait s'adapter à cette censure. Donc, par exemple, Maurice Faure, qui, je crois, qui est assez proche de Mitterrand, si je me rappelle bien, il dit que le ministre de l'Intérieur que j'ai rencontré récemment, donc il le dit pendant le débat, m'a dit que si nous censurions l'article 10, il ferait avec. Je crois pour ma part que le ministre de l'Intérieur s'attend à la censure. Donc vous voyez, quelque part, il pouvait censurer parce que quelque part, l'autorité politique s'attendait à cette censure et elle était politiquement acceptable et juridiquement fondée, puisque Jacques Robert avait donné les arguments juridiques pour. Et à l'époque, le débat est assez intéressant, c'est sur cette répartition de compétences, à qui on doit confier le contentieux des étrangers. Ils interrogent les syndicats de magistrats judiciaires et le premier président de la Cour de cassation. Et à l'époque, le premier président de la Cour de cassation ne s'oppose pas à contrôler le contentieux des étrangers. Mais à côté, ils interrogent aussi le vice-président du Conseil d'État, Marcelon, et lui non plus, il ne s'oppose pas à contrôler, mais il ne revendique pas non plus fermement, enfin, il revendique au contraire fermement la compétence. Donc à l'époque, ils ne sont pas inquiets par le contentieux des étrangers, ils ne sont pas inquiets par le risque de massification de ce contentieux, et il y a même les deux ordres de juridiction qui, quelque part, revendiquent ce contrôle. Aujourd'hui, je pense que ça ne serait plus du tout le même tableau, vu les masses contentieuses que ça représente. Et donc, à tel point, c'est aussi un passage intéressant, que Robert Badinter s'inquiète du masochisme de ces magistrats, des magistrats judiciaires, qui acceptent, comme vous le voyez, finalement, de ce contrôle. Alors, ils contrôleront la rétention et le juge administratif contrôlera la mesure d'éloignement, mais vous voyez bien qu'il y avait des hésitations. Maurice Faure, il dit que nous n'étions pas en présence de deux blocs de compétences totalement clairs, séparés par le canyon du Colorado. Donc, ce n'était pas clair à qui il fallait confier quoi. Le législateur hésitera beaucoup, et même, vous voyez, le Conseil constitutionnel a hésité. Bon, finalement, suite à cette intervention de Robert Badinter, ils vont censurer la disposition en estimant que la nature et la fréquence du contentieux ne justifiaient pas de déroger au bloc de compétences habituel entre ce qui relève du juge administratif et ce qui relève du juge judiciaire. Donc c'est bien une décision de censure. Il y aura une deuxième loi Joxe en 1990 qui va confier au juge administratif ce contentieux de l'éloignement, ce qu'on appelle aujourd'hui des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Alors, juste aussi, toute petite anecdote. Pendant le débat devant le Conseil constitutionnel, Robert Badinter interroge le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Bruno Genevoix, pour savoir le nombre de mesures concernées. Donc à l'époque, c'est 8000 reconduites à la frontière, avec à peu près 2000 rétentions. Donc et donc ils sont convaincus que voilà, c'est supportable par les ordres de juridiction.
Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 130 000 mesures d'éloignement, 130 000 OQTF et autres, puisqu'il y a d'autres formes d'éloignement, les expulsions, les remises, les réadmissions, etc. Et la rétention, c'est en gros 30 000 mesures de rétention par an. Vous voyez, on a changé d'ordre. Si vous voulez les dernières statistiques, je passe un peu vite, mais c'est l'étude d'impact du projet de loi Darmanin. Vous avez les statistiques précises du nombre de mesures d'éloignement. Donc on remonte vers les 130 000, 125 000 mesures d'éloignement, OQTF, juste OQTF, mais il y a d'autres mesures d'éloignement. Et le contentieux aussi, aujourd'hui, à peu près 40% du contentieux administratif et du contentieux des étrangers. Pour vous montrer l'ampleur de 40% du contentieux, c'est énorme. Dans certaines cours administratives d'appel, c'est plus de la moitié du contentieux qui est du contentieux des étrangers. Et donc, tout ça pour en venir à la posture du juge, c'est-à-dire quel est... vous voyez, ce contexte est intéressant et les éléments pris en compte dans le débat devant le juge constitutionnel sont assez intéressants parce qu'on voit qu'il y a des aspects juridiques. Voilà, Jacques Robert fait un rapport, il propose une censure en fonction d'un certain nombre d'arguments, notamment une décision du Conseil constitutionnel de 87, Conseil de la concurrence, mais par ailleurs, on prend aussi en compte la position du DLPAJ, le risque de réaction du ministère, enfin plein d'autres éléments pris en compte pour savoir si la censure elle sera acceptée ou pas, ou elle serait gérable aussi par les services du ministère de l'Intérieur. C'est assez important parce que ça va expliquer la posture du Conseil constitutionnel qui parfois néglige la protection des libertés au profit d'autres impératifs. Et l'impératif principal, c'est l'ordre public. La question de lutte contre l'immigration irrégulière a été intégrée par le Conseil constitutionnel parmi l'objectif de valeur constitutionnelle d'ordre public, de sauvegarde de l'ordre public. Alors, il y a une image qu'on prend souvent chez les juristes. On a tendance à dire que le Conseil constitutionnel filtre les moustiques et laisse passer les chameaux. C'est une expression très fréquente. Et je crois qu'en droit des étrangers, c'est révélateur. Assez souvent, il censure des choses qui ne sont pas forcément des choses extrêmement importantes. Et il va laisser passer des choses liberticides, proprement liberticides, des choses assez énormes. Alors, assez rapidement, pour reprendre mon article, mais le détail sera dans l'article, le premier aspect, bon, qui n'est peut-être pas le plus intéressant, c'est qu'il y a tout de même un certain nombre de choses qu'assure le Conseil constitutionnel, c'est en termes de protection. Je l'ai dit, il est attaché aux garanties formelles liées à la dualité des juridictions. Donc il y a deux juges, le juge judiciaire, le juge administratif, deux ordres de juridiction, et il s'assure depuis la première décision qu'il a rendue en droit des étrangers, depuis 1980, du respect de cette dualité de juridiction. On vient de le voir en parlant notamment de la décision de 89, puisque c'était le motif de la censure. Et aussi un certain nombre de garanties attachées à l'intervention de ces deux ordres de juridiction, donc les garanties formelles sont apportées par le Conseil constitutionnel. C'est là où on trouve des censures. Alors, assez rapidement, sur les deux ordres de juridiction, je viens d'en parler, donc je vous rappelle juste les principales décisions. La première décision, c'est celle de 1980, sur la loi Bonnet. Alors, il y a en fait de la rétention administrative depuis les années 60. On découvre un centre de rétention administrative en 64. La CIMAD découvre un centre de rétention administrative sur le port de Marseille, à Arinques, en 1964. Donc, c'était une pratique qui existait et qui s'était développée à l'égard des Algériens, notamment. Et il y a un débat au Parlement dans les années 70. Il y a notamment une tribune de François Mitterrand dans les années 70, premier secrétaire du Parti socialiste, qui dénonce la rétention des étrangers. Le gouvernement, à la fin du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, de son mandat de septennat de Valéry Giscard d'Estaing, il y a une loi qui est adoptée, la loi Bonnet, qui vise à légaliser la rétention administrative. Mais il y a une censure sur le problème du contrôle juridictionnel, parce qu'il n'y a pas un contrôle juridictionnel assez rapide dans les 7 jours. Il aurait fallu que le juge judiciaire intervienne. Or, le texte ne prévoyait pas cette intervention du juge judiciaire. Donc c'est la première censure et la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, le juge judiciaire doit intervenir dans le contrôle de la rétention administrative. Deuxième décision assez importante, et là aussi on a les débats au sein du Conseil constitutionnel, c'est la décision de 92 sur les zones de transit. Donc c'est l'ancêtre des zones d'attente. C'est au début des années 90, c'est pareil, c'est le même contexte. C'est d'abord Michel Rocard qui sera remplacé ensuite par Édith Cresson. Et il y a un débat au Parlement sur faut-il légaliser les zones de transit. C'est nécessaire parce qu'à l'époque, il y a 2 hôtels qui servent à Orly et à Roissy pour maintenir les étrangers, retenir les étrangers à la frontière. Et les avocats du justice, du SAF en réalité, multiplient les procédures en voie de fait devant le juge judiciaire et obtiennent gain de cause. Ils obtiendront même la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amur sur la détention arbitraire d'étrangers dans ces zones d'attente.
Et donc la loi est nécessaire, donc un texte de loi est adopté, et c'est le même problème, c'est l'intervention d'un contrôle du juge. Et donc on retrouve les mêmes acteurs, puisque c'est à nouveau Jacques Robert qui va détailler est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'avoir une intervention du judiciaire. Alors sachant tout de même qu'ils sont dans un confort hôtelier, bon le confort hôtelier est assez relatif, mais ils étaient tout de même dans des hôtels, dans ces zones d'attente, et donc lui il a l'impression tout de même que c'est pas une vraie forme de privation de liberté, avec une idée absurde que de toute façon ils peuvent partir à tout moment, ils peuvent repartir à tout moment, comme ils sont à la frontière, ils n'ont pas de difficulté à repartir. Et donc il y a un débat qui a encore lieu actuellement, c'est de savoir si la zone d'attente n'est pas un régime plus confortable, plus privilégié que la rétention administrative. Ce qui explique la différence de régime. En zone d'attente, c'est 4 jours avant de voir un juge judiciaire. En rétention administrative, c'est 48 heures. Alors il y a tout un débat, bon, je vais vous le passer, mais on retrouve les mêmes acteurs. Maurice Faure est sur une position plus dure, avec l'idée, l'intéressé peut prendre l'avion quand il veut, il peut repartir à tout moment. Bon, c'est un peu plus compliqué en réalité. On va retrouver aussi un ancien avocat qui, lui, est plus partisan du contrôle juridictionnel et qui a peur d'une extension. Voilà, si on admettait un tel maintien en zone d'attente aussi longtemps, bah, ça risque de contaminer. Et puis, comme d'habitude, on interroge Bruno Genevoix. Donc, vous voyez, c'est la même mécanique. Le président Badinter interroge le secrétaire général et il cherche à sonder aussi l'attitude que pourra avoir, la réaction que pourra avoir le ministère, sachant que là aussi, le gouvernement avait anticipé, c'est aussi une saisine blanche. Michel Rocard s'était engagé et le ministre Marchand s'était engagé à cette saisine. Donc, voilà. Et il regrette d'ailleurs qu'il n'y ait eu pas d'examen par le Conseil d'État, puisque je crois que c'était un amendement au texte, et donc le Conseil d'État n'avait pas été consulté sur le texte. Donc, c'est assez fréquent de regretter que le Conseil d'État n'ait pas été consulté, puisqu'il aurait pu améliorer juridiquement la disposition. Et donc, vous voyez, je sais que M. Marchand, donc, qui est le ministre de l'Intérieur, a déjeuné avec M. Long, le vice-président du Conseil d'État. Donc, on va retrouver, enfin, vous voyez, on les retrouve dans les débats, c'est dit très, très clairement. Alors, dernière chose sur cette décision, c'est une décision qui est assez importante aussi pour les associations, puisque les associations avaient déposé ce qu'on appelle une porte étroite. Alors, aujourd'hui, ça a changé de nom, on appelle ça des contributions extérieures, mais ça a été assez fréquent à l'époque d'alimenter le Conseil constitutionnel par des argumentaires. Et là, les principales associations, donc la NAFE, c'était François-Julien Laferrière, qui est un professeur d'université, qui était dans mon jury de thèse d'ailleurs, France Terre d'Asile, et pour le justice, c'était Danielle Lochac, qui était présidente à l'époque, je pense. Ouais, elle était présidente. Et la CIMAD, et donc avait déposé des argumentaires en vue de la censure. Donc ça figure aussi dans le compte-rendu du débat, ces argumentaires associatifs. Et d'ailleurs, par la suite, il y aura des commentaires dans des revues de droit de Daniel Lochac et de François-Julien Laferrière de cette décision. Voilà pour les influences éventuelles du Conseil. Alors, on retrouve ces débats, par exemple, sur l'asile en rétention. C'est une décision plus récente du Conseil constitutionnel. Toujours sur la compétence du judiciaire. Alors, c'est un peu plus technique, c'est savoir jusqu'où va la compétence du judiciaire en matière de rétention. Est-ce que le judiciaire peut contrôler la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention? La réponse est non. Mais pour vous dire que ces débats de compétences existent toujours devant le Conseil constitutionnel. Alors là, on n'a pas abouti à une censure. Mais la question revient régulièrement de savoir si on peut créer un seul ordre de juridiction ou unifier le contentieux des étrangers. Alors ensuite, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de garanties juridictionnelles qui sont apportées. Je vais passer un peu vite, mais dans pas mal de décisions du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il y ait des garanties de procédure qui soient apportées aux étrangers. Ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le droit au recours. Les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement doivent pouvoir la contester, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est la décision sur la loi Debré, mais en fait, il y a beaucoup de décisions sur le droit au recours. Sur l'encadrement des conditions de rétention administrative, là aussi, on va le voir par la suite, la durée de rétention, mais normalement, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, c'est pour le temps strictement nécessaire au départ, et il y a un contrôle qui doit être réalisé par le juge judiciaire notamment sur ces mesures, donc il y a eu régulièrement des censures sur ces aspects-là. Ou alors sur la préservation des droits des demandeurs d'asile, la possibilité pour, effectivement, alors que ça soit à la frontière, il y a eu des censures ou des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'existence d'un recours suspensif pour le demandeur d'asile à la frontière, mais aussi sur l'ensemble des données, par exemple les empreintes du fichier de l'OFPRA ou d'autres obligations d'information, etc. Donc un certain nombre de droits apportés aux demandeurs d'asile
soit en rétention administrative, soit en zone d'attente. Et puis plus récemment, il y a une question assez importante sur les OQTF en détention. Alors c'est une question qui va revenir à l'ordre du jour d'ailleurs, puisque là, il y a une portion de la loi Darmanin qui est consacrée à ces OQTF. Vous savez peut-être que Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, a augmenté considérablement le nombre d'OQTF pour les étrangers détenus. Il parle de 6 000 mesures dans les 3 dernières années. Donc, alors, il n'y a pas de statistiques très précises, hein, mais on est à peu près à 2000 par an. C'est vraiment la priorité de son ministère, non seulement les procédures d'expulsion, d'interdiction du territoire français qui sont judiciaires, mais aussi ces OQTF en détention. Il y a un gros travail qui a été fait par l'OIP, l'Observatoire international des prisons, par Nicolas Ferrand en particulier et Mathieu Quinquise à l'époque, qui était son stagiaire, et ils ont fait un rapport avec la CIMAD et le Justice sur la contestation en gros un bilan, une observation de ce qui se passe en prison, et en gros c'est quasiment impossible de contester une OQTF en détention, pour la façon dont elles sont notifiées avant la levée d'écrou, etc., fait qu'un étranger détenu a pratiquement aucune possibilité de contester une OQTF. Alors il y a eu une QPC de l'OIP qui a fonctionné, qui a abouti à une censure, qui a provoqué une modification de la loi, mais encore aujourd'hui, l'accès de ces étrangers au juge administratif est extrêmement complexe, et la loi Darmanin va durcir le régime. Donc voilà, ça sera un nouvel aspect qu'on va voir, et vraiment, c'est vraiment plusieurs milliers de personnes qui sont concernées. Alors ça, c'était tout l'aspect garantie. Donc vous voyez que dans son contrôle, le juge constitutionnel apporte un certain nombre de garanties. Ce que je n'ai pas dit, mais c'est sous-jacent, c'est que la plupart des garanties, en fait, sont aussi exigées par la Cour européenne des droits de l'homme, ou éventuellement la Cour de justice de l'Union européenne. Assez souvent, en fait, vous savez sûrement qu'il y a une forme de concurrence ou de dialogue entre les hautes juridictions, et donc il arrive fréquemment que pour empêcher une censure, pour empêcher une condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel s'aligne sur les standards de la Cour de Strasbourg. Donc c'est souvent assez sous-jacent, c'est pas dit, hein, le Conseil constitutionnel ne le mentionne jamais dans ses décisions, mais la plupart des censures, d'ailleurs, quand on fait du droit des étrangers, souvent on va chercher une condamnation à Strasbourg pour ensuite mettre en porte-à-faux le législateur français et le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'a fait l'OIP d'ailleurs, hein, c'est la stratégie de l'OIP d'aller souvent faire condamner la France à Strasbourg et ensuite de faire une QPC. Mais bon, maintenant, sur cette deuxième partie, je vais vous montrer tous les chameaux qui sont passés, c'est énorme. En fait, on assiste depuis 1980 à une dégradation du statut des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, puisque le Conseil constitutionnel, en fait, a admis à peu près tous les reculs et l'exceptionnalisation de certains contentieux. Donc il y a à la fois un affaiblissement des garanties et une exceptionnalisation d'un certain nombre de contentieux. Alors sur l'affaiblissement des garanties, l'argument central, il est toujours le même. Alors on a un étranger qui a les droits et libertés fondamentaux, on l'a vu, hein, la liberté d'aller venir et les différentes libertés reconnues aux personnes qui résident sur le territoire de la République. Mais par ailleurs, il y a un objectif de valeur constitutionnelle, de sauvegarde de l'ordre public. Et dans cet objectif de valeur constitutionnelle, vous avez la lutte contre l'immigration irrégulière, donc qui est intégrée comme un élément pris en compte par le législateur. Et ça, c'est assez important, puisque c'est vraiment ce qui va fonder la possibilité pour le législateur de restreindre les droits et libertés des étrangers. Alors ça apparaît formellement dans une décision de 2003, mais c'est plus clair dans la décision de 2011, sur la loi Besson, où là, très clairement, vous voyez que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe à la sauvegarde de l'ordre public. Donc c'est vraiment posé très clairement comme vraiment un élément que peut prendre en compte le législateur lorsqu'il adopte des mesures de police, lorsqu'il adopte des législations à l'encontre des étrangers. Alors je vais prendre les différents éléments, par exemple sur l'intervention du juge judiciaire, du juge des libertés et de la détention. Je l'ai dit, depuis 1980, un juge judiciaire doit intervenir quand un étranger est retenu, soit maintenu en zone d'attente, soit en rétention administrative. Le délai entre 1981, donc c'est la loi Defferre, hein, qui est intervenue juste après la censure de la loi Bonnet, et 97, c'était 24 heures. Et donc il n'y a pas eu de difficulté d'avoir ce délai de 24 heures pendant ces années-là. Puis ensuite, le Conseil constitutionnel a admis en 97 48 heures, puis il a mis 5 jours en 2011. Alors c'est surtout cette décision qui est un peu surréaliste, puisque ce que veut faire le législateur en 2011 dans la loi Besson, c'est inverser les deux juges. Faire en sorte que le juge judiciaire intervienne d'abord, que le juge administratif intervienne d'abord,
qui est d'abord un contrôle de la mesure d'éloignement par le juge administratif, et donc normalement en 5 jours, donc 48 heures plus 72 heures, et puis ensuite, vous avez une intervention du GLD. En gros, quand il y a une intervention du GLD, la mesure d'éloignement est définitive. C'est une idée qui est absurde, puisque le Conseil constitutionnel nous dit qu'il faut un juge qui intervient dans le plus court délai possible. 5 jours, ce n'est pas le plus court délai possible. C'est les mots ont un sens. 5 jours, ça ne peut pas être le plus court délai possible. Il n'y a aucun doute. Et pourtant, le Conseil constitutionnel valide. Au nom de la bonne administration de la justice et du même objectif, garantir l'examen prioritaire de la légalité des mesures d'éloignement et sauvegarder, enfin, permettre la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors, d'ailleurs, ce délai de 5 jours, la France va être condamnée. En 2016, il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, AM contre France, où la France est condamnée parce que pendant 5 jours, il n'y a pas de contrôle par un juge judiciaire, un juge, même un juge, de la privation de liberté. Donc, et le Conseil constitutionnel avait validé un délai de 5 jours. Donc, comme je le disais, souvent, il faut aller à Strasbourg pour faire condamner la France. Et donc, vous voyez, là, je retrouvais un tableau dans un rapport parlementaire. On a augmenté au fur et à mesure, on va le voir, la durée de la rétention, mais surtout le délai à partir duquel l'étranger bénéficie du juge judiciaire. Alors, on est revenu depuis 2016 à 48 heures. Mais vous voyez bien qu'a été admis ce délai de 5 jours. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire. Jacques Robert, dans la décision de 93, avait envisagé, c'était des motifs de censure, il dit hier c'était 7 jours, aujourd'hui 10, demain 1 mois. Donc il avait envisagé que si on ouvrait la vanne, il y avait un risque d'extension de la durée de rétention. Il était conscient de ça, il voyait bien le... Bon. Je rappelle que dans le cadre du droit de l'Union européenne, la directive retour prévoit jusqu'à 18 mois de rétention en fin d'éloignement. C'est le maximum qu'on puisse avoir, 18 mois. Alors, et on le constate effectivement, là j'ai retrouvé aussi, c'est un rapport de la CIMAD, l'allongement successif des durées de rétention, et à chaque fois validé par le Conseil constitutionnel. Donc on est passé de 7 jours initialement à 10 jours, puis à 32 jours en 2003 avec la loi Sarkozy, puis à 45 jours, c'est 2018 je crois, j'ai dû me tromper, 45 jours c'est 2011, pardon, et 2018 c'est 90 jours. Donc aujourd'hui, la durée de rétention maximale pour un étranger dans une procédure ordinaire, c'est jusqu'à 90 jours de rétention administrative avec des contrôles. J'ai mis les 48 heures, 28, c'est à chaque fois qu'intervient le juge judiciaire. Et on a le Conseil constitutionnel a même admis pour les mesures d'éloignement où la finalité est la lutte contre le terrorisme, c'est des personnes condamnées ou en lien avec des activités terroristes, que la durée de rétention puisse aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est le maximal de durée de rétention en France, c'est 6 mois. Le texte de loi prévoyait même 18 mois, de recourir à 18 mois, mais le Conseil constitutionnel a censuré. Alors sans nous expliquer pourquoi, d'ailleurs, il dit 12 mois supplémentaires, c'est trop, et il censure. Donc il y a une atteinte à la liberté individuelle pour les 12 mois complémentaires. Mais il a tout de même admis 6 mois, donc aujourd'hui, un étranger, alors c'est des cas exceptionnels évidemment, mais un étranger, dans l'absolu, peut faire l'objet d'une rétention administrative de 6 mois. Et c'est conforme à notre Constitution. Donc vous voyez bien ici comment, au fur et à mesure, on a un glissement du contrôle, enfin de ce qu'accepte le juge judiciaire, des bornes finalement à la liberté qui sont posées par le Conseil constitutionnel. Alors aussi, pêle-mêle, au nom de la bonne administration de la justice, beaucoup de choses ont été admises par le Conseil constitutionnel. Alors c'est un peu technique, mais quand le juge des libertés et de la détention rend sa décision, il y a un recours qui est fait par le procureur, par le parquet, devant la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel, mais normalement l'étranger est libéré. Le JLD prononce la libération de l'étranger. Eh bien, il y a un délai de mise à disposition, c'est-à-dire l'étranger ne peut pas partir pendant 6 heures, où l'étranger est mis à disposition de la justice le temps que le parquet introduit son appel. Ça, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Des dispositifs de purge des nullités, c'est aussi assez technique, mais entre une instance et une autre, il y a une purge des nullités, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Le recours aux moyens de communication audiovisuelle, ça se développe beaucoup et ça va être encore plus développé dans la loi Darmanin, c'est validé par le Conseil, même sans le consentement de l'intéressé. La durée de retenue, c'est la période préalable à la rétention administrative qui permet de vérifier la situation de l'étranger avant la mesure de rétention, enfin avant la mesure d'éloignement, donc qui est passée d'abord à 16 heures suite à... C'est la loi Valls de 2012 suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, puis à 24 heures. Ou plus largement, toutes les mesures de surveillance qui sont imposées à l'étranger, notamment les assignations en résidence, la possibilité d'aller à son domicile, etc. Tout ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment des atteintes à la liberté assez importantes
à chaque fois validés par le Conseil pour la bonne administration de la justice ou pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors même à l'égard des enfants, a été admis un certain nombre de mesures. Le plus surprenant, c'est la rétention des enfants. La Cour européenne des droits de l'homme a pas remis en cause le principe de la rétention des enfants, mais l'a encadré sévèrement. Il y a 9 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de rétention des enfants. Et le Conseil constitutionnel a garanti comme exigence constitutionnelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc il a été chercher l'intérêt supérieur de l'enfant de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout simplement, et il l'a importé en droit constitutionnel français. Mais il a reconnu dans la décision de 2018 cette possibilité de rétention des enfants avec leurs parents. Alors on parle de la remettre en cause. La loi Darmanin projette de mettre fin à la rétention des enfants de moins de 16 ans. Peut-être pas à Mayotte, on verra bien. Il y a 3500 enfants à Mayotte qui sont en rétention et à peu près 300 en métropole. Mais c'est validé par le Conseil constitutionnel, alors même que c'est fortement contestable que ça soit dans l'intérêt de l'enfant de se retrouver en rétention administrative. Et puis, dernier aspect, je vous l'ai dit, il valide beaucoup de régimes spéciaux. Ça, c'est vraiment une tendance plus actuelle du droit des étrangers. Alors, la zone d'attente, c'était déjà un régime spécial. En réalité, par exemple, je l'ai dit, le JLD intervient dans les 96 heures en zone d'attente. C'est un régime un peu à part. On l'a vu au moment de l'Ocean Viking. Vous vous rappelez sûrement cet été, enfin l'été dernier, où il y a une zone d'attente temporaire qui a été créée à Toulon, etc. Et donc, on a déjà un régime spécial. Mais là où on a un développement vraiment important, c'est pour les procédures d'expulsion. Alors là aussi, ça revient particulièrement d'actualité, puisque c'est le cœur du projet Darmanin, d'affaiblir les garanties contre les mesures d'expulsion. Alors la mesure d'expulsion, là, c'est au sens strict du terme, c'est l'expulsion liée à l'ordre public, aux troubles graves à l'ordre public. Il se trouve qu'en droit français, la mesure d'expulsion, il n'y a pas de recours spécifique contre la mesure d'expulsion. Pour les obligations de quitter le territoire français, il y a un recours suspensif de plein droit, il y a un régime spécifique contre les OQTF. En revanche, contre les mesures d'expulsion, c'est le droit commun qui s'applique. C'est le recours pour excès de pouvoir, le référé liberté, le référé suspension. Or, il se trouve que ces recours ne sont pas suspensifs de plein droit. C'est la raison pour laquelle la France a été condamnée en 2005 dans l'affaire Gebremedin sur l'asile à la frontière. Parce que les demandeurs d'asile à la frontière, en zone d'attente, il n'y avait pas de recours suspensif. Donc c'est sûr qu'il faut un recours suspensif. C'est une obligation imposée par la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien aujourd'hui, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion en urgence absolue ne bénéficient pas de recours effectif. C'est absolument certain. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La France sera condamnée un jour sur ce motif-là. Eh bien, le Conseil constitutionnel a validé dans une QPC. Donc très clairement, voilà. Alors vraiment, c'est les expulsions. Ça concerne peu de personnes par an. Les expulsions en urgence absolue, c'est souvent des cas assez graves, mais on a une validation par le Conseil constitutionnel dans cette décision de 2016. Et puis on a tout un régime pour ces étrangers qui font l'objet de mesures d'expulsion. Alors c'est souvent des cas très durs, ces étrangers-là. Je vais prendre le cas le plus connu qui est Kamel Daoudi. Kamel Daoudi a été naturalisé français par mariage. Il a d'abord été déchu de la nationalité française, donc il a été condamné à de la prison pour complicité de tentative d'attentat. Il est déchu de la nationalité française, il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, mais ne peut pas être expulsé vers l'Algérie, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il risquait d'être maltraité en Algérie. Et donc depuis 2008-2009, il est assigné à résidence en France. Il est toujours sous le coup d'un arrêté d'expulsion, et il est dans un régime d'assignation où on le change d'endroit sans arrêt en fonction de préoccupations du ministère, loin de sa famille d'ailleurs. Régulièrement, il a fait des procédures, il a fait des QPC notamment, il a fait plusieurs QPC, il a saisi à plusieurs reprises les juridictions. Et il y a eu un aménagement du régime d'assignation à résidence pour son cas, en réalité, pour les quelques cas, très peu de personnes sont concernées. Mais globalement, c'est validé, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité pour un individu d'être assigné de manière définitive, sans limite de durée. Et pour lui, plus de 12-13 ans, enfin, on commence à 14 ans, enfin, et il retourne régulièrement en prison, puisque 3 pointages à la gendarmerie au commissariat par jour, s'il a en retard un pointage, c'est comparution immédiate, tribunal correctionnel et condamnation. Donc ça, c'est un autre aspect. Alors, il y avait aussi des problèmes de libération conditionnelle. Donc, il y a eu une QPC, alors ça aboutit à une censure partielle sur la libération conditionnelle des personnes pour motif terrorisme. Mais vous voyez, c'est des domaines dans lesquels on trouve un droit complètement hors du commun. Je l'ai dit tout à l'heure, 6 mois de rétention, assignation à résidence en fait possiblement définitive. Donc ici, un juge constitutionnel assez peu protecteur et pas au niveau des standards de la Cour européenne des droits de l'homme.
Et puis, plus largement, pour en parler un tout petit peu, on peut parler aussi des régimes outre-mer. Alors, je n'ai pas de décision spécifique outre-mer sur les mesures d'éloignement, mais je pense que c'est aussi important d'en parler, puisqu'il y a un droit complètement dérogatoire qui a lieu outre-mer, particulièrement à Mayotte, un petit peu en Guyane aussi, où on a des régimes spécifiques. Alors, Mayotte, avec la départementalisation, on applique le Code des étrangers désormais à Mayotte, mais il y a tout de même un certain nombre d'exceptions. Notamment, il n'y a pas de recours suspensif de plein droit. C'est-à-dire contre l'obligation de quitter le territoire français, le fait de saisir le juge n'empêche pas la mesure d'éloignement. Et il y a des pratiques à Mayotte d'enfermement, de rétention systématique des enfants, 3500 enfants, pas mal de pratiques irrégulières. Et la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs condamné la France dans l'affaire Moustaï contre France. Mais c'est vraiment un régime d'exception. On parle souvent d'un droit laboratoire à Mayotte, puisque vraiment dans les techniques qui sont utilisées à Mayotte, on voit les techniques de contrôle d'identité, d'interpellation, d'interception des quassades. Bon, il y a beaucoup de... C'est massif, hein, c'est 20 à 30 000 personnes par an. Alors, je peux parler tout de même d'une décision du Conseil constitutionnel sur les contrôles d'identité. À Mayotte, il y a un régime de contrôle d'identité un peu hors norme qui ressemble au régime qu'on a sur les bandes frontalières en France, ce qu'on appelle les bandes Schengen. C'est en gros des possibilités de contrôle d'identité systématique, en fait. Et quand on parle de contrôle d'identité systématique, en fait, on parle de contrôle d'identité au faciès, en réalité. Eh bien, le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce type de contrôle d'identité spécifique à Mayotte. Il a validé. Il a validé en prenant en compte, on va dire, la pression migratoire, la situation spécifique de Mayotte. Alors, il a rappelé que les contrôles ne devaient pas être discriminatoires, mais il le dit depuis 1993 et ça n'a pas changé grand-chose. Mais il prend en compte voilà, la situation migratoire de Mayotte pour valider ce régime exceptionnel de contrôle d'identité. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire de Sousa Ribeiro, avait écarté cet argument, en disant qu'en la matière, il est question de liberté individuelle, etc. Il est hors de question de prendre en compte la situation migratoire pour porter atteinte à ces droits. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un régime d'exception et qui va sûrement se perdurer, puisque dans la loi Darmanin, il est prévu l'adaptation de la loi Darmanin outre-mer par une ordonnance spécifique. Donc il y aura toujours des dérogations outre-mer. Voilà, donc j'en ai fini avec mon exposé. Je pense que je suis à peu près dans les temps, c'est parfait. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Pascaline. En vous écoutant, cher Serge, on se demande combien de personnes en France sont capables de maîtriser le sujet comme vous le faites, je ne sais pas, quelques dizaines peut-être. C'est quand même d'une complexité un peu assez redoutable. Et cette complexité même, d'ailleurs, fait problème, enfin, comme le relève régulièrement le Conseil d'État chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui prétend donc réformer le droit des migrations. Alors, je vais donner la parole à Pascaline Chappard.